Bonjour à tous. Bravo d'être tous là à cette heure matinale. Alors, donc, on va aujourd'hui parler des nouveautés de FileMaker 16, mais du point de vue évidemment un peu geek, un peu pour les développeurs. Alors, d'abord un petit mot sur moi. Ah non, ça c'était la session de Maxime. Donc moi je suis de One More Thing que j'ai fondé il y a 10 ans, je crois. Ouais. Oui, presque. Voilà, on est à Paris, Bruxelles, Strasbourg. Et je suis certifié, j'ai un compte Twitter, enfin bon, normal comme tout le monde, quoi, finalement. Et donc voilà, un petit peu. On va commencer par balayer les grandes nouveautés comme ça, juste par diapositive de la 16. Surtout pour voir qu'en fait, il y a quand même déjà pas mal de sessions qui sont très intéressantes aujourd'hui dans le suite et donc des sujets que moi je vais éviter d'aborder, ou en tout cas trop, parce que on va aller voir plus en détail dans d'autres sessions. Donc, il y a ma fonctionnalité favorite, je vous en parlerai quand même un tout petit peu, mais très brièvement, parce que Vincent Miano nous présentera une session entièrement dédiée à ça, les sources de données variables dans FileMaker. Il y a les fonctions JSON par Salvatore. Ça, je crois que je vais complètement passer à côté dans cette session parce qu'on va les voir plus en détail tout à l'heure. On pourra parler de sécurité, des nouvelles fenêtres, donc cartes, et puis y compris aussi des nouvelles options qu'on a dans la boîte dans le pad script nouvelles fenêtres. On pourra parler des nouvelles fonctions d'encodage de tri, des insertions dans les variables. Donc ça c'est pour FileMaker Pro. Dans FileMaker Go, moi je l'aborderai pas parce que on a Philippe Lazzaroni qui va nous parler donc des iBeacons et de la gestion des régions, éventuellement des animations. Je crois qu'il y a vraiment pas grand chose à en dire. C'est surtout compliqué de mettre en place une démo où on va changer tout le temps. On parlera quand même des pad scripts externes dont nous a parlé, donc qui viennent de plugins qu'a mentionné hier Caroline. On va voir un peu comment ça se présente dans FileMaker Pro. Donc quand on édite les scripts. Dans FileMaker Go, il y a encore d'autres nouveautés comme le choix de la présentation de la signature ou la possibilité de régler le zoom ou le niveau sonore dans une vidéo. Mais j'ai rien prévu pour vous montrer ça. Voilà. Dans FileMaker Server, là encore, il y a de grandes nouveautés, mais là encore, il y a des sessions très intéressantes qui vont se charger d'en parler. Donc, il y a Florian qui nous parlera de la possibilité d'avoir plusieurs machines workers pour WebDirect. Il y a l'API Data, mais dont parlera Vincenzo avec Tableau. Et puis nous, on peut quand même se garder un petit bout pour parler du PDF ou de OAuth, dans la sécurité. Alors on va faire une session un petit peu originale cette fois-ci, parce que sur une suggestion de David Julot qui m'avait mis au défi l'année dernière de prendre n'importe quelle question, eh bien on va faire ça, on va vous donner un peu la parole, vous allez poser des questions spontanément. Parce que Tanguy va passer avec le micro dans la salle. Et donc, voilà. Nous avons déjà une question ici. C'est magnifique. Fabrice, s'il te plaît, la sécurité est au cœur de mes préoccupations quotidiennes. Quand je développe, je n'ai trois mots d'ordre: sécurité, sécurité, sécurité. En plus d'être prudent, je suis aussi très impatient et je vais avoir du mal à attendre la session de Marc Lamouret sur le sujet. On parle dans la 16 d'encryption et de nouvelles authentifications externes et de nouveaux privilèges étendus. Ma question: est-ce que la version 16 va pouvoir me soutenir dans ma quête de plus de sécurité? Et par ailleurs, y a-t-il un risque d'une solution développée dans une version antérieure qui ne fonctionnerait plus avec la 16 à cause de la sécurité? Eh bien, merci pour la spontanéité de cette question.
Voilà, grand mage, donc la question est double, hein, mais pertinente néanmoins. La 16 apporte-t-elle de nouvelles options de sécurité? Et doit-on faire attention à certains points par rapport aux solutions antérieures? Donc, grand vizir, quelle est votre réponse? Effectivement, il y a des nouvelles options de sécurité. Voilà. Une autre question? Donc, je vais essayer d'illustrer la réponse à cette question. Alors, pour cela, pour parler de sécurité, comme on n'a pas le Wi-Fi ne nous permet pas de nous connecter, je vais juste partager ma connexion, je n'ai pas une seconde. Ok, ça c'est pour plus tard. Voilà, on va parler donc de sécurité. J'ouvre un fichier qui se trouve, pour des raisons que vous allez comprendre tout à l'heure, sur un serveur distant. Il y a beaucoup de choses qui concernent la sécurité dans la 16. Et on va commencer en particulier par parler de quelque chose qui ne concerne pas la sécurité, mais dont on pourrait croire que ça concerne la sécurité, donc il faut faire un petit peu attention. Ce sont les fameuses fonctions d'encryption. Et donc ça, je vais illustrer plusieurs points avec ça. Donc les fonctions d'encryption, attention, ne sont pas à proprement parler une fonction de sécurité dans FileMaker, donc ça, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qui va nous intéresser, en particulier sur dans certains domaines où l'anonymisation devient extrêmement important. Je pense par exemple au secteur médical ou à d'autres secteurs où il est vraiment important de garder des données anonymes, où parfois certaines personnes peuvent accéder à des données et pas d'autres. Donc ici, on va se servir des nouvelles fonctions de calcul qui permettent d'encrypter et de décrypter. Et puis, j'ai combiné dans cet exemple avec une utilisation justement des sources externes variables. Hein. Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est que je me connecte à un fichier qui est sur un serveur, d'accord? Et je vais créer un nouvel enregistrement. Voilà, avec le nom, je sais pas, moi je vais mettre Frédéric. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? En sortant de cette rubrique, j'ai joué un petit script. Ce script, j'aurais pu le faire par simple calcul, mais c'est plus lisible comme ça. Ce script va encrypter cette donnée, d'accord? Avec une clé. Une clé qui est stockée quelque part. Et le résultat de cette fonction d'encryption, c'est non pas un texte, mais c'est un fichier, d'accord? Qui peut être stocké, comme vous voyez, dans non encrypté. Ici, c'est un fichier encrypté, d'accord? Pour lire son contenu, il faut la clé d'encryption. Ok? Comme je suis l'auteur de cet enregistrement, j'ai le droit de décrypter. D'accord? Et donc je peux lire à l'envers avec la fonction décrypte. Je peux lire le contenu. Par contre, si je vais sur un enregistrement qui a été créé par un autre utilisateur, qui a une autre clé d'encryption, je ne peux pas le lire. D'accord? Donc là, il ne s'agit pas de passer par la sécurité FileMaker avec les comptes utilisateurs. D'accord? C'est simplement que cette donnée était encryptée avec une autre clé. D'accord? Oui? Non, justement pas. D'accord? Ici, vous voyez que moi, je travaille, j'ai chargé en fait ici une clé qui s'appelle la clé des champs. D'accord? Et cette clé, elle n'est pas liée au compte utilisateur. Elle est liée indirectement, je vais vous montrer pourquoi dans mon exemple. Mais c'est vraiment parce que, donc moi je pourrais donner cette clé à quelqu'un d'autre qui aurait un autre compte utilisateur et il pourrait voir la donnée. D'accord?
Donc ici, c'est vraiment une clé d'encryption. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Donc c'est ça dont il faut vraiment se méfier parce que on a vite fait de croire que, voilà, que nos données sont protégées juste comme ça. Non, si quelqu'un obtient la clé d'encryption, il peut décrypter les données. Ok ? D'accord ? Donc la fonction d'encryption, juste pour vous la montrer dans le ici, donc c'est une fonction qui s'appelle crypt encrypt. D'accord ? Et je crypte décrypte. D'accord ? Deux fonctions avec leur équivalent en base 64 là, mais ok. Alors, je pourrais très bien ici, par exemple, être un médecin parmi dans une maison médicale. On a besoin tous de connaître les horaires des consultations, etc., de faire le planning, d'avoir des données partagées. Mais par contre, il n'est pas question que, je sais pas, la secrétaire médicale d'un autre médecin puisse avoir accès aux données à mes données. Et bien voilà, on peut travailler comme ça avec des clés d'encryption. D'accord ? Alors cette clé d'encryption, ici, ce que j'ai fait grâce aux sources de données variables, sources de données externes, vous voyez que ici j'ai stocké, parce qu'évidemment une faille de sécurité avec les clés d'encryption, ce serait de stocker la clé dans la base de données. D'accord ? Ça c'est autant se mettre une grosse serrure avec je sais pas combien de et puis laisser la clé sur la porte. D'accord ? Donc ici la clé d'encryption, elle est stockée sur mon poste. Donc le fichier, il est distant, il est sur un serveur dans les environs de Bruxelles ici, mais la clé d'encryption, elle est stockée ici sur mon propre poste. Donc, si je vais ici, vous voyez que, et pour simplement la commodité de la démonstration, j'ai effectivement fait un lien, avec le nom d'utilisateur, c'est-à-dire qu'on calcule, ici je suis l'utilisateur fmconf, et donc par un simple calcul, je vais chercher ce fichier qui s'appelle quelque chose.fmconf. Ok ? Mais ça, j'aurais pu avoir un algorithme un peu plus compliqué à comprendre. On est d'accord ? Voilà. Est-ce que ça c'est clair ? Donc, si je me connecte, si je ferme le fichier et je me reconnecte avec un autre compte, cette fois-ci, je vais en profiter pour vous montrer une autre fonction, une nouvelle fonction de sécurité de FileMaker 16 qui est l'authentification par OAuth. Donc ici, je vais m'authentifier via Google. Je vais choisir mon compte. Et cette fois-ci, je suis rentré donc par un autre moyen. Donc je vais vous montrer sur le serveur. Donc mon fichier accepte les comptes autorisés par OAuth comme ça. Et donc je me suis connecté avec mon compte ici. Et j'ai une autre clé d'encryption. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ici on va chercher cette clé non plus dans ce fichier-là, mais dans celui-ci. D'accord ? Et ce sont d'autres enregistrements que je peux lire. Tout à l'heure, celui-ci, Dupont, je n'y avais pas accès, alors que les deux autres, maintenant j'ai inversé, d'accord ? Moi, j'ai accès uniquement aux enregistrements qui ont été encryptés avec la clé, c'est ma clé top secrète. D'accord ? Oui, c'est bon pour tout le monde. Donc, cette fameuse authentification OAuth là que vous avez vue, elle se configure du côté serveur. C'est un petit peu compliqué en fait à faire, mais on ne va pas le faire ici maintenant. Et donc vous avez dans sécurité les comptes. On avait déjà. Donc ça c'est pas le serveur en question parce que je peux pas y accéder à cause du. Ah quoi que maintenant je pourrais. Bon, enfin c'est pas grave. Donc on peut avoir toujours, comme avant, les FileMaker et serveurs externes.
Mais maintenant, on a la possibilité d'activer l'authentification par Amazon, Google ou Microsoft Azure. D'accord ? Avec des différences entre les trois systèmes, notamment le fait qu'avec Azure, vous avez la gestion des groupes, tout à fait comparable à LDAP. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous invite à... Donc, ça veut dire que vous pouvez configurer une fois votre serveur Azure. Vous n'avez plus à gérer les comptes en FileMaker. Vous allez tout gérer, toutes les permissions au niveau d'Azure. Enfin, vous avez bien sûr les privilèges à régler, mais c'est vraiment très puissant. Si vous gérez beaucoup de solutions avec beaucoup d'utilisateurs, c'est génial. Alors, autre chose par rapport à la sécurité, merci de m'avoir posé la question, c'est les nouveaux privilèges étendus. Alors, il y en a plusieurs. Et là, attention, il y a un petit risque, parce qu'il y a ce nouveau FM Ext Script Access, donc qui va autoriser... donc celui-ci, il remplace, mais à l'envers, celui qui permettait de désactiver les scripts Apple Script et ActiveX. D'accord, donc ça c'est un changement dans le sens. C'est beaucoup plus logique comme ça, puisque tous les autres privilèges permettent d'autoriser et pas d'empêcher, donc un peu de cohérence, tant mieux. Vous en avez un nouveau, et là, ça c'est très rare avec FileMaker que le passage à une nouvelle version fait qu'une solution ne fonctionne plus, mais ici, ça peut être le cas. C'est le FMURL script, hein, donc la possibilité d'appeler un script de ce fichier par URL, fmp : //. Avant, ça marchait sans que vous ayez besoin de cocher quoi que ce soit. Et puis tout d'un coup, vous passez en 16, et puis ça marche plus. Parce que maintenant, il faut autoriser ce privilège. D'accord ? Donc, attention ici, un petit piège. Et puis FMRest, qui dépend bien sûr, qui permet bien sûr de se connecter via le REST API. Enfin, la Data API. Vous voyez, là, ici, petit lapsus. Tu vois ? Donc, c'est FileMaker qui croient qu'ils font du REST, alors qu'ils font juste du JSON. Voilà, donc ça ici, je vous ai montré ici la configuration dans FileMaker Server avec, vous voyez, une nouvelle fonction de calcul aussi, obtenir nom groupe compte, qui permet donc de récupérer, notamment pour Azure, le nom du groupe. Toujours sur la sécurité, et pour répondre aux questions de Vincent, qui était très préoccupé, vous avez aussi les nouvelles possibilités partout où vous avez... Donc il y a une apparence maintenant nettement pas plus présente des cadenas qui vous donnent une indication sur la sécurisation de la connexion avec le serveur. Donc maintenant, ça devient vraiment très important, non seulement parce qu'on veut avoir des connexions sécurisées, mais aussi parce que des cadenas rouges et ouverts, ça inquiète vraiment les utilisateurs. Donc voilà, si vous voulez avoir un joli cadenas vert qui ne pose pas de problème, il vous faut sécuriser vos connexions en SSL. C'est une très bonne chose. Et ces cadenas qui existaient déjà, je crois, en 15, maintenant sont cliquables et vous permettent d'afficher l'origine du certificat. Enfin, d'afficher le certificat. D'accord ? Voilà. Et je crois que on va pouvoir passer à une nouvelle question. Je suis un grand consommateur de plugins. J'en use et abuse. Je ne parviens pas à décrocher. Il me faut du plugin. Hier, Caroline nous a même parlé de plugins dans des solutions SDK. J'en ai rêvé des plugins. La version 16 va-t-elle me faciliter la tâche pour intégrer ces plugins dans mes solutions? Merci, Grand Vizir. Maestro? La question donc, simple, pertinente. La réponse? La réponse est oui.
Donc, par rapport au plugin, donc on voulait parler de ce dont parlait Caroline hier, c'est-à-dire la nouvelle possibilité d'avoir des plugins qui, qui, pour être compatibles avec le SDK, ce qui est quand même un truc incroyable, c'est que vous pouvez vraiment avoir des plugins qui fonctionnent avec des applications faites avec le SDK, c'est hyper puissant. Mais pour faire ça, ils ont été obligés de changer la manière dont les plugins sont appelés un peu. C'est-à-dire qu'on l'appel au simple moteur de calcul, comme on faisait avant, on avait des formules, des fonctions de calcul, ne suffisait pas. Il fallait que qu'on en passe par des paths scripts. Et donc, je veux juste vous montrer des petits exemples, voir comment, c'est très vite fait, mais voir que ici, voilà, on a. Tadam, j'aurais dû quitter. Pardon, je relance. Donc voilà ici des images, je vais les remplacer partout par du blanc. D'accord. Et je vais jouer un script ici qui convertit une image de Rouen en noir et blanc. Comme ceci, grâce à un plugin, grâce au plugin MBS, qui peut convertir toutes les images d'un coup, comme je viens de faire ici. Donc on a des vues en noir et blanc de Rouen. Ou voilà. Ah oui, je peux pas me connecter. Vous auriez dû voir un bel. Ben voilà, ça marche. C'est pas très grave, ça m'a envoyé un bel email en HTML avec plusieurs images. Mais c'est pas très grave, vous avez compris le principe. Alors simplement, ce qu'on peut regarder, c'est que maintenant, comment ces scripts fonctionnent. Vous voyez qu'ici, je fais appel à des paths scripts qui me sont fournis directement par l'éditeur du plugin. D'accord ? Que je vais retrouver ici, dans les scripts, à la fin de mon dossier de script ici, de ma liste de paths scripts. J'ai des paths scripts qui viennent des plugins, ici Script Master, ici MBS, ici Email, etc. D'accord ? Et l'éditeur de plugins a la possibilité donc de me donner donc des paths scripts et même une interface qui me permet de configurer. Alors ici c'est MBS, donc lui, il y a une interface, on lui passe des paramètres numérotés. Et dans, par exemple, dans email ici, bien voilà, j'ai un path script pour me connecter à un serveur SMTP avec une interface tout à fait claire où je définis l'hôte, etc., etc. D'accord ? Une création d'email avec les. Ok ? Voilà. Donc c'est vraiment devenu plus facile d'utiliser les plugins comme ça, dans le cas de script. Et surtout, bah, comme disait Caroline, ensuite il vous suffit de glisser le plugin, attention sous réserve de compatibilité bien sûr, dans votre dossier Xcode. Et voilà, vous avez des traitements comme ça disponibles sur votre iPhone ou sur votre iPad. Une autre question ? Oui, Grand Vizir, une question du Canada. Depuis mon plus jeune âge, j'adore faire exécuter les choses par les autres. Dans mes développements, depuis la version 13, j'aime faire exécuter sur le serveur des tâches que je réalise avant sur un client FileMaker Pro. Il subsistait un blocage, la création de PDF sur serveur. Est-il vrai que la version 16 fait sauter ce blocage? Oui, c'est vrai. Et ça, d'ailleurs, ça m'amuse un peu parce que je crois qu'on voulait tous ça. Je pense que depuis qu'il y avait les scripts serveurs et tout ça, et depuis qu'on a la 16, je pense que personne n'utilise. Est-ce que c'est vrai ? Alors, qui l'a déjà utilisé ? Ouais, très peu. Hein. Alors moi, je crois, c'est ma conviction, qu'une des raisons, c'est qu'en fait, on ne sait pas comment l'utiliser. On sait que ça génère un PDF. Et puis quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce PDF ? On peut, voilà. Donc je vais simplement vous montrer
Parce que c'est bien beau de générer un PDF dans le dossier document ou temporaire du serveur. On est vachement content, mais il faut ensuite pouvoir l'exploiter. En général, c'est ça qui est pas du tout documenté. Donc je vais simplement vous montrer en fait comment ça se fait. C'est vraiment très très simple. Et là encore, je dois faire appel à un fichier distant. Je l'appelais comment? Ouais, ça aurait pas été bête, ouais. Tu vois un truc avec PDF? Bon, attends, on va faire... Bon. Non. Pardon. Ok. Print. Voilà. Faire comme ça. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. On a ici un formulaire. C'est assez gros. Ouais. On a un formulaire. Donc je sais pas. On est sur une facture, mettons. La facture 10 000. Voilà, renommée, on va mettre 10 001, comme ça, il n'y aura pas de doute. 100 001. Ah mais non, ça marche pas évidemment. Ça, voilà, c'est parce qu'il paraît qu'il faut pas faire des liens sur les numéros de facture. Pourquoi? Et donc, alors, donc j'ai une liste de lignes, voilà, de la complainte du progrès de Vian, et je veux simplement imprimer ça en PDF sur le serveur. Mais ça, tout le monde sait faire. Hop, en script serveur, imprimer PDF, enfin sauver en PDF, pas de problème. Moi, ce que je voudrais, c'est le récupérer ici. Et c'est ça la partie qui n'est pas documentée. Alors, c'est ultra simple. Hein, d'abord, on va vérifier que ça fonctionne. Voilà. Ici, donc, j'ai un PDF qui a été généré par le serveur que je vais exporter. Bon, quelque part ici. Voilà, voilà. Mettre ici. Voilà. Et je l'ouvre. Et donc, j'ai bien mon PDF qui a été bien généré, voilà, avec les numéros de page qui fonctionnent depuis la mise à jour, c'est magnifique. Ok. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. On va passer le script au débugger. Je vais vider le conteneur pour pas qu'on m'accuse de tricher, ce que vous faites souvent. Donc, ah oui, évidemment, si j'exécute sur le serveur, je peux pas vous le montrer au débugger. Malin. Par contre, je peux vous montrer le script. Donc, ici, je vais vous montrer jusqu'à activer les lignes, rechercher les lignes, ça je pense qu'on est bon. Je vais définir un chemin qui est ici dans le chemin temporaire donc du serveur, hein, on est exécuté sur le serveur. Et puis je lui donne un nom. Ok. Je sauve en PDF comme si j'étais sur un client. Je définis une variable. Et simplement, je vais rajouter un petit slash à mon file, d'accord? Parce que je vais utiliser l'insertion. En fait, le but, c'est d'utiliser, à partir du but, je vais utiliser l'insertion depuis l'URL en utilisant le protocole file, d'accord? Pour lire un fichier. D'accord? Vous savez que le insérer depuis URL, capable de faire du HTTP, du FTP, 2-3 autres choses sans trop nous le dire, et surtout file, qui permet de lire donc un fichier. Et puis, donc, je construis mon URL simplement en rajoutant un petit slash pour avoir mes 3 slash derrière file, et je vais simplement ici insérer dans l'URL. Alors, afin de voir, ah ben non, ici j'ai inséré directement
Oui, voilà, c'est ça. C'est exprès, d'ailleurs. Je voulais vous montrer ici une fonctionnalité. Une autre, donc, c'est tout simple. Hein, pour l'insertion du PDF, je le génère et puis je l'insère via insérer depuis une URL. Donc maintenant, vous pouvez utiliser la fabrication de PDF depuis le serveur. L'autre chose que je voulais vous montrer ici, c'est une fonctionnalité vraiment que j'aime vraiment beaucoup. Là, c'est la possibilité maintenant dans presque tous les pas de script d'insertion d'insérer dans une variable. C'est Yoris qui nous en a parlé, je crois, hier. Mais donc ça, c'est vraiment un grand progrès parce qu'il y a ça nous enlève encore beaucoup de dépendance entre les scripts et les modèles. Il en reste encore d'autres, mais celle-ci tend à disparaître. Mais attention, en FileMaker 16, on ne peut pas importer des fichiers conteneurs dans une variable. D'accord? Ça retourne une erreur bizarre d'ailleurs, une 507, pour vous dire que c'est pas valide. Mais donc, pas de possibilité de mettre un fichier dans une variable via l'insertion. Alors que vous savez que les variables peuvent parfaitement contenir des fichiers en temps normal. Vous pouvez très bien définir une variable avec le contenu d'une rubrique conteneur, ça marche très bien. Mais avec l'insertion, ça ne fonctionne pas. Et donc là, ici, je suis toujours obligé d'insérer directement dans un champ présent sur le modèle. Ai-je répondu à la question, Maître Tremblay? Voilà. Une autre question? Oui, ici, grand Sachem. Fabrice, je suis une fan de ton blog. J'aime tes vidéos et surtout leur introduction douce et tellement sexy. Bonjour, c'est Fabrice Norman de One More Thing qui vous parle. Je me les passe en boucle. Alors, j'ai regardé avec attention la vidéo que tu avais faite sur les fenêtres cartes et qui est encore sur le blog de One More Thing. Pourrais-tu montrer des cas d'utilisation concrets de ce nouveau type de fenêtre? Est-il vrai que ces types de fenêtres nous ouvrent de nouvelles portes? Joli. Bien Tanguy, hein. Rédaction très tôt le matin. Eh bien, non. Oui. Cela est vrai. J'ai en effet des introductions très sexy. Non, ça donc. Alors, les fenêtres cartes. C'est vrai que je vais vous montrer quelque chose que ceux qui suivent notre blog ont déjà probablement vu, voire amélioré. Et donc, ok, FileMaker, réveille-toi. Y a-t-il des gens de FileMaker dans la salle, s'il vous plaît? Ok. Je vais redire de se relancer. L'avantage, c'est qu'il est en couleur. Donc, plusieurs exemples d'utilisation. Est-ce que vous avez vu déjà ce que sont ces fenêtres cartes? Donc, les fenêtres cartes sont des fenêtres sans décoration, c'est-à-dire vraiment sans bordure, sans rien du tout autour, et qui vont être solidaires de leurs fenêtres parentes. D'accord? Elles vont se déplacer avec, sur Mac, parce que sur PC, elles se déplacent plus du tout, parce que ça fige la fenêtre parente. Et elles sont modales uniquement par rapport à leurs fenêtres parentes, pas par rapport aux autres fenêtres de l'appli. D'accord? Alors, quelques cas d'utilisation. Ici, j'ai par exemple une table externe avec plein d'intelligence artificielle. Voilà, il a l'air très intelligent. Et donc, ici, avec une simple fenêtre carte, j'affiche comme une visionneuse. D'accord? Et je peux tout à fait interagir avec cette fenêtre. Vous voyez, j'ai un bouton qui fait un truc très compliqué d'aller à l'enregistrement suivant. D'accord? On voit qu'on a une option. De manière optionnelle, on peut griser le fond. D'accord? Ça, c'est une option. Par contre, je peux plus interagir avec la fenêtre parente. Sauf, bizarrement, pour le scroll. Ça, je peux continuer de scroller. C'est un peu bizarre.
mais je peux plus rien faire d'autre. Ok, sauf attention, je peux la déplacer, c'est là que c'est intéressant. Tac. C'est beau. Hein. Mais pour ça, il faut un Mac. Sur PC, malheureusement, là, si j'ai une fenêtre carte ouverte, ma fenêtre parente est bloquée. Elle est figée. Je sais même pas comment ils ont fait, mais c'est comme ça. Alors, voilà le principe de la fenêtre carte. Ok. Pour faire ceci, vous allez voir que c'est un script, bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. Vous voyez, la seule chose que je fais ici, c'est que j'active les enregistrements liés, donc l'enregistrement lié de ma table externe de robot. Est-ce qu'on voit assez bien? Je vais même zoomer un peu. On a du budget cette année. Donc, ici, je fais simplement activer les enregistrements liés et je lui précise que je veux aller sur un modèle dans une nouvelle fenêtre de type carte. D'accord? Donc là, il y a deux nouveautés. Non, pardon. Dans le cas d'activer les enregistrements liés, on pouvait déjà choisir le modèle de destination. Mais ici, donc la seule chose, c'est que je fais simplement activer les enregistrements liés dans une fenêtre carte. Ok? Donc c'est pas très compliqué. Autre, donc on peut aller quand même regarder les options de ce script. C'était quoi? Image Viewer, voilà celui-ci. Donc je vais, donc ici rien n'a changé, rien n'a changé. La seule chose, c'est que je vais dans les options de la fenêtre, j'ai une nouvelle option ici, carte. Et à partir du moment où j'ai la fenêtre carte, donc c'est-à-dire sans décoration, modale, par rapport à sa fenêtre parente, etc., comme je vous l'ai défini, vous avez ici simplement des options qui sont différentes en bas, avec une impossibilité bien sûr d'agrandir ou de réduire, et une nouvelle option estomper la fenêtre parente. D'accord ? Je peux de manière optionnelle autoriser la fermeture, ou pas. D'accord ? Voilà. Donc bien sûr cette fenêtre carte est disponible dans les deux actions de script qui nous permettaient d'ouvrir une nouvelle fenêtre, à savoir nouvelle fenêtre et activer les enregistrements liés. Autre utilisation ici, donc ça justement sur PC j'aime vraiment bien parce que sur PC je n'ai pas de moyen, je trouve élégant de proposer une longue liste de valeurs, parce que, enfin une longue liste de valeurs où on a une clé et une valeur. Hein, la clé et la valeur en FileMaker ça veut dire menu déroulant et pas liste déroulante. Et sur PC, bah, c'est tout simplement inutilisable après quelques valeurs parce qu'on peut pas taper au clavier. Vous voyez ce que je veux dire là? Et ici, donc, je peux tout en gardant mon menu natif ici. D'accord? Ça c'est le menu tout à fait normal, le menu déroulant. Je peux aussi, de manière alternative, proposer ici par exemple une fenêtre carte qui va non pas être une table externe ici ou une liste de valeurs, mais une vue liste. D'accord? Et donc, je vais par exemple taper, je sais pas, Fred. Est-ce que j'ai un Fred? Voilà, hop. Je le sélectionne. Comme ceci. D'accord? Une fenêtre. Donc, une nouvelle fenêtre qui va venir remplacer, en fait, le menu. Voilà. Ce qui permet de faire des tris, de mettre des images, de faire tout ce qu'on veut dans cette fenêtre-là. Y compris, bien sûr, les deux fenêtres peuvent être dans des modes différents. Ici, je suis passé subrepticement en mode recherche. Et ma fenêtre carte, elle, peut tout à fait être en mode utilisation, donc afficher des valeurs. D'accord? Deux modes différents, aucun souci. L'une en formulaire, l'autre en liste. Enfin, vous avez deux fenêtres, quoi, comme vous êtes habitué. Voilà. Ok. D'autres utilisations? Par exemple, la palette. Je peux très bien me mettre une vue ici. Voilà, ici, c'est un tableau, carrément. Hein, donc là, ouais, je suis passé en... J'aurais dû le mettre en mode utilisation, ce serait plus joli. Voilà. Ici, donc j'ai un tableau, comme ceci. D'accord? Je peux déplacer comme ça. Bien sûr, je peux
ouvrir 2 fenêtres et chacune a sa palette. Encore une fois, cette fenêtre est modale, mais uniquement par rapport à sa fenêtre parente. J'ai toujours le droit d'aller là. D'accord? De changer. Elle n'est modale que par rapport à sa fenêtre parente. Mais par contre, elle est bien modale. Ce qui veut dire que ici, je ne peux pas interagir malheureusement avec cette fenêtre-là. D'accord? Je dois d'abord fermer celle-ci avant de pouvoir faire quelque chose là. Ce qui limite un certain nombre de cas d'utilisation. Mais enfin bon. Ok. Dernier petit exemple, je vais fermer voilà, pour faire le ménage. Par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est joli. Ouais. Et c'est utile aussi. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? J'attendais ce que vous me posiez la question, mais avec un peu plus de déférence quand même. Non, alors, donc, ici, c'est un petit truc. Donc, je vous ai montré à l'exemple d'avant que je pouvais avoir plusieurs fenêtres, chacune avec une fenêtre carte. Voilà, d'accord? Et pas plus qu'une, puisque une fois que je suis dans ma fenêtre qui a déjà une fenêtre modale, je peux pas en créer une autre, puisque la fenêtre est modale, d'accord? Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 1, 2, 3, bon, j'ai créé 12 fenêtres off-screen, d'accord? Elles sont cachées là-bas, et chacune a une fenêtre modale ici. D'accord? Ah ouais, c'est pour ça que t'es là. Donc, alors, avec le problème qu'elles sont modales. Donc là, on se dit, ce serait chouette si j'allais cliquer sur lui, mais je peux pas. D'accord? Par contre, la dernière que j'ai ouverte, qui est celle-ci, là, je peux interagir avec. D'accord? Mais je dois la fermer pour avoir accès à la suivante. Donc, là encore une grosse limite, mais ok. Et donc, chaque carte est liée à une fenêtre. tout à fait, hein? Ouais. Donc tu peux switcher de fenêtre en fenêtre, donc de carte en carte. Oui, par script, je peux le faire, mais je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas intercepter ici. Tu fais pas venir la fenêtre au premier plan. Non. Comment? Ouais, je dois fermer. Je devrais avoir un. Sébastien même. Oui, attention. Alors non, le menu fenêtre est bloqué, mais par contre, non, le menu fenêtre est bloqué. Mais ce qui est vrai, c'est que je pourrais ici avoir un bouton qui me dit active la fenêtre. Cette fenêtre parente. Ouais, c'est un peu étrange. Oui. Ah, alors c'est une excellente question. Donc, d'abord, je vais répondre à l'angoisse de Frédéric qui commence à se dire mais on va passer la session à tout fermer. Non, c'est bon, j'avais continué le script, il ferme tout d'un coup. Et donc, effectivement, il y a un truc très bizarre. On espère que c'est provisoire, mais en web direct, cette fenêtre carte, disons, sont à moitié gérées, un quart, sont un peu gérées. Donc, en fait, ça va juste faire une nouvelle fenêtre qui occupe tout l'espace du navigateur, mais surtout qui occupe une deuxième connexion. D'accord? Donc, autrement dit, c'est pas géré, quoi. Enfin, ça fait pas rien, mais voilà. Si vous travaillez pour WebDirect, considérez que vous n'avez pas ou pas encore les fenêtres cartes. En Go, ça marche très bien. C'est même fait pour ça, je dirais. Enfin, c'est vraiment pensé pour ça. Hein. Il y a d'autres fonctionnalités ici dont je peux vous parler. Par rapport aux nouvelles fenêtres, si on regarde le path script nouvelle fenêtre, prenons un path script nouvelle fenêtre, je sais pas, n'importe lequel. Voilà, ici j'en ai fait plein. C'est Sébastien qui a fait cet exemple, donc c'est pas très bien. C'est codé un peu force brute. Non. Donc ici, ce que je vais vous montrer dans nouvelle fenêtre, c'est quand même qu'il y a des nouveautés. Il y a alors la possibilité ici
de directement choisir le modèle de destination. Et ça, c'est hyper important parce que avant, je sais pas, enfin avant, quand on crée une nouvelle fenêtre, on chargeait le contexte dans lequel on était déjà. D'accord? Et puis seulement, on pouvait aller dans un autre contexte. Ce qui voulait dire plusieurs choses. D'abord, chargement des données, même si elles étaient en général en cache à cause de la fenêtre parente, mais malgré tout, il y avait du chargement de données, parfois du calcul. Et puis, il y avait les déclencheurs, les triggers qui se mettaient en route, qu'il fallait parfois échapper parce qu'on voulait justement pas qu'en cas de nouvelle fenêtre, il fasse ceci ou cela. Donc, et pour des raisons de performance et de logique, c'est très important de savoir que maintenant, on peut directement aller au modèle où on veut vraiment aller. Je regrette, moi, qu'on ne nous ait pas donné par la même occasion l'occasion de choisir le mode, parce que, en général, quand je vais dans une nouvelle fenêtre, il faut encore que je fasse une recherche pour travailler sur le bon ensemble, et là, malheureusement, je dois encore charger les enregistrements qui se trouvent être là, dont j'ai rien à faire, beaucoup de trafic, et seulement après, je peux passer en mode recherche. Donc, bon, voilà, dommage. L'autre chose, c'est, je sais pas pourquoi je le vois pas ici, c'est pas pour les nouvelles fenêtres, pardon, c'est pour activer modèle. Et là, on a, donc ça c'est valable dans les activer enregistrement liés et dans activer modèle, la possibilité de définir une animation. Alors malheureusement, c'est pas combiné justement avec les fenêtres cartes. D'accord, mais les deux choses indépendamment sur Go donnent vraiment des possibilités parce que donc les animations ne fonctionnent que sur FileMaker Go. Là encore, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas sur Mac parce que je pense qu'il faut vraiment désactiver l'option pour que ça quand on code pour que. Mais bon, c'est comme ça. Et ça permet dans une interface FileMaker Go d'être beaucoup plus d'avoir une notion d'espace, de ce qu'on appelle la spatialisation des interfaces pour que l'utilisateur ait des repères, il sache que ses paramètres viennent de la gauche, son résultat est à droite, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose de... Donc par exemple on passe d'un formulaire liste, enfin on passe d'une liste à un formulaire, vous pouvez faire une transition comme ça, et ça aide beaucoup l'utilisateur à savoir où il est. La notion d'espace, je me déplace, etc. Un peu à l'image, je ne sais pas si vous vous souvenez des interfaces qu'on avait sur les premiers iPods. On défilait avec la molette malheureusement disparue, et puis on sélectionnait un élément en appuyant sur le bouton central et on se déplaçait vers le menu suivant, comme ça. Ce qui donnait une très bonne représentation mentale de là où on en était. Ce qu'on a totalement perdu avec iTunes, ce qui est du coup devenu inutilisable. Ok ? Oui. Oui. Il sert principalement à la sélectionner ensuite par script. Parce que, en effet, on ne la voit pas. Mais par contre, par script, vous pouvez ensuite la sélectionner. Lorsqu'on fait fiche liée, activer le modèle X, affiché par carte, si on met un autre nom modèle que la fiche liée, oui, ça sort l'ancien modèle. Non, alors attention parce que dans les... Donc là, en fait, pour activer les enregistrements liés, vous avez toujours eu la possibilité de définir le modèle de destination, y compris de faire une erreur. Oui, et si le modèle, si on ouvre par une fenêtre carte, pas avec le même modèle, oui, ça sort le modèle de la fiche liée en carte. Café. Ça devient confus, grand chambellan. Non. Olivier, qu'est-ce on fera un essai peut-être. Oui, je comprends pas vraiment. En fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de changement. Si on fait activer les enregistrements liés, comme celui-ci, d'accord ? On met l'image viewer, au lieu de mettre l'image viewer. Oui. Et dans la carte, on garde l'image viewer. Oui, mais ça n'a pas.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau. On a toujours pu, ici, dans Activiser enregistrement lié, sélectionner le modèle de destination, y compris en faisant une erreur, en disant Activiser enregistrement lié de la table A, et va sur un modèle qui me représente la table Z. On a toujours pu le faire. Et ça n'a jamais marché, parce que ça veut rien dire, mais c'est pas une nouvelle erreur possible, ou alors je comprends pas le cas. Grand Manitou, le temps passe. Oui. Nous avons encore une question. Est-ce qu'avec les fenêtres cartes, vous en avez terminé? Oui. Oui. Alors, votre sainteté, nous avons une question ici. Je suis ravi et de plus en plus persuadé que la version 16 va apporter un lot de fonctionnalités très pertinentes dans mon travail de développeur. Mais j'ai envie que vous nous livriez aussi un de ces trucs insoupçonnés dont vous avez le secret. Une petite fonctionnalité bien cachée que votre œil de lynx, doublé de votre curiosité maladive, nous a dégoté. Fabrice, n'auriez-vous pas encore une petite chose à nous montrer? La spontanéité des questions fait plaisir à entendre. Oui. Mais non, c'est-à-dire qu'après la session de Frédéric, avec un grand drapeau soviétique, quand même, il fallait mettre la barre assez haut. Hein. Donc, oui, j'ai un petit truc à vous montrer, c'est 3 fois rien. Mais c'est déjà beaucoup. Vous savez que Daniel Darieux est mort, malheureusement. Bon, c'est Catherine Deneuve, là, mais ça me fait penser par association. Alors, je voulais vous montrer le Data Viewer, voilà. Donc, juste un petit truc ici, je me suis fait un petit Data Viewer, où simplement ici on a une formule, et puis on évalue la formule pour voir le résultat. Et je voulais vous montrer visualiseur de données in French in the text, c'est ça. Donc voilà. Donc dans le visualiseur de données ici, on évalue la formule qui est là, et donc on a le même résultat qu'ici pour la simple raison que c'est la même chose. D'accord? Cette rubrique là évalue cette formule. Ok. Ici, on a donc par exemple une fonction execute SQL, et je ne sais pas si quelqu'un ici utilise déjà cette fonction execute SQL, et surtout il y en a un qui a levé le doigt, c'est bien, donc les autres ont des applications performantes, et donc il y avait déjà un petit truc avec le data viewer. Andris Andris de notre équipe que vous connaissez, oui, vous voyez qui c'est, avait déjà publié une fonction personnalisée qui permettait de récupérer ce petit résultat dans le data viewer. Et maintenant, c'est un peu plus officiel, c'est-à-dire que ici, j'ai volontairement fait une requête erronée, d'accord, sur une table qui n'existe pas, et donc la fonction naturellement me renvoie une erreur parfaitement logique. Et dans le visualiseur de données, il évolue celui-ci, parce que vous savez, maintenant, non seulement on a l'autocomplétion, puis on a la possibilité d'évaluer automatiquement au fur et à mesure de la frappe de notre formule. Mais vous voyez qu'ici, ça devient aussi un petit débugger de nos requêtes SQL. D'accord? C'était déjà un truc qu'on arrivait à intercepter avec la petite bidouille d'Andris. Mais là, voilà, maintenant c'est officiel, c'est là, donc le visualiseur de données nous permet de débugger les requêtes SQL. Alors, en même temps, en 16, on a aussi eu des fonctions JSON. Donc ici, par exemple, on va extraire le nom de l'événement de la chaîne JSON qui est juste au-dessus. Donc là, il n'y a pas d'erreur, très bien. Et par contre, un petit souci de cohérence ici. Même chose, vous voyez, mon visualiseur me retourne bien une erreur, parce que j'ai fait volontairement une erreur dans la syntaxe. Mais par contre, cette erreur-là est aussi retournée dans le résultat. Ce que je trouve dommage, parce que je trouve que justement, si le data viewer devient alors un petit débugger, on aurait pu le laisser comme ça, et justement laisser juste un point d'interrogation dans le résultat lui-même de la formule. Mais voilà, donc c'était surtout sur le premier point qu'il y a une évolution.
Nadia. Il faut utiliser la fonction évaluation pour avoir l'erreur ou on aurait pu utiliser juste la formule? Non, on aurait pu utiliser la formule. Donc, tout à fait, si je fais ça, c'était pour vous montrer que il y a l'état, je vais la mettre ici. Il y a l'état point d'interrogation, vous avez le résultat, et avec l'expression ouverte, ça devient ici une forme de débugger. Si je mets l'expression directement sans l'évaluation, vous allez avoir exactement la même chose. Hein. Ok. Je crois On est arrivé au bout du... Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je crois qu'on y est. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil pour beaucoup d'entre vous connaissent Agnès Barou qui est venue participer de nombreuses fois ici. Et je vous rappelle, pour ceux qui le savent déjà, et je vous l'apprends pour les autres, qu'elle a maintenant une activité d'édition, enfin elle fabrique son petit sac, comme c'est une petite pochette comme ça, et elle est en plein lancement, etc. Et les périodes des fêtes approchent. Si vous avez des cadeaux à faire, ça serait vraiment, voilà, ça la soutient dans sa nouvelle activité. Et moi, je ne vends rien, je vous rappelle juste son existence. Je crois qu'on a fini. À l'heure. Il y a des questions. Une question spontanée. Vraiment spontanée celle-là. Au tout début, tu parlais pour encrypter. Ouais. Et, si par exemple tu encryptes, t'as vraiment qu'une clé de cryptage et une autre de décryptage ou pas? Exemple tout bête, t'as un médecin qui encode une fiche patient, et puis du jour au lendemain, il veut le donner à un autre médecin, parce qu'il change. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc la clé ici n'est qu'une donnée, hein, c'est une chaîne de texte aussi bête que celle que je vous ai montrée, c'était ici la clé des champs. Ouais, donc il faudra qu'il change sa clé simplement, pour la donner après à un autre médecin. Attention, parce que la donnée, elle a bien été encryptée avec une clé, donc c'est comme votre serrure. Oui, c'est mais justement, s'il fait toutes ces clés pareilles, au final, tous ces patients, ils pourraient... Tu vois ce que je veux dire? En effet, donc là, si la clé d'encryption est toujours est constante, c'est comme s'il avait qu'une clé avec une serrure. D'accord? On peut très bien imaginer que dans la clé, il y a un algorithme qui reprend une donnée. Mais alors là, attention, parce qu'il y a des pièges. D'accord, mais vous pouvez très bien, par exemple, inclure dans l'algorithme de la clé l'identifiant, par exemple, du patient. Attention, il y a des pièges. Mais ce serait en gros le principe. Non, après, d'abord, c'est la difficulté de coder un algorithme qui soit indéchiffrable dans l'autre sens. Bon, c'est pas une bonne pratique en encryption. Donc voilà. Alors, moi, je vous conseille en tout cas, de ne pas utiliser des fonctions d'encryption en vous disant oh, c'est bon, c'est crypté. La sécurité, c'est géré. C'est un petit plus. Vous pouvez accéder à des choses auxquelles on ne pouvait pas accéder avant. Mais attention, ça ne remplace pas la sécurité. C'est voilà, ça peut correspondre. On a des cas, par exemple, où on doit anonymiser telle ou telle donnée. Ça peut être utile, mais ça ne remplace aucunement la gestion des privilèges, des comptes, etc. Donc méfiez-vous de faire trop confiance à juste ce petit truc. D'autres questions spontanées, camarades? Non.